Madame, monsieur, bonsoir, c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir. La jeunesse au cœur des commémorations de l'armistice. 107 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, le devoir de mémoire est plus que jamais d'actualité. À Fort-de-France, l'accent est largement mis sur la transmission, vous le verrez. Dans ce journal aussi, nous irons en cuisine avec Marcel Ravin. Le chef étoilé martiniquais prépare un dîner de charité en faveur du foyer de l'Espérance ce vendredi. En pleine préparation de ce grand rendez-vous, les jeunes ont eu la chance de cuisiner avec le virtuose des fourneaux. En futsal, la relève lamantinoise assomme la concurrence. Opposés à leur dauphin, les hommes de Lionel Victoire s'imposent 5-2 et confortent ainsi leur place de leader. Récit du match dans quelques minutes. En ce mardi 11 novembre, l'on commémore évidemment l'armistice de 1918. Après 4 ans de combat et 10 millions de morts, il acte la défaite de l'Allemagne et met fin à la Première Guerre mondiale. Ce matin à Fort-de-France, la cérémonie a clairement mis l'accent sur la transmission. Dorian Cayuela y était. Derrière chaque nom gravé sur les monuments, une histoire, un sacrifice. À Fort-de-France, la commémoration du 11 novembre ravive la flamme du souvenir et rappelle l'importance de ne jamais oublier. Mais transmettre l'histoire aux jeunes générations peut sûrement créer des vocations. Célébrer l'armistice sur la place des Hollandais avec l'équipe des cadets de la gendarmerie de Martinique. C'est quelque chose qu'on ne vit pas tout le temps, premièrement. Et pour moi, c'est très symbolique. Parce que j'ai de la famille aussi qui sont dans l'armée, donc ça me tient à cœur. Je compte m'engager plus tard aussi. Une symbolique pour la jeunesse qui est bien empreinte. Les jeunes présents ce matin ont tous un point commun, la transmission. Par rapport à la guerre, la Première Guerre mondiale, c'est pour commémorer tous les morts, nos aînés. Et c'est une fête en l'honneur de tous ceux qui ont été là pour nous aider pendant la guerre. C'est une journée exceptionnelle, c'est pas une journée de tous les jours. On ne peut pas avoir ça tout le temps, et puis c'est une découverte pour tous. Une symbolique forte pour la jeunesse, touchée par la solennité de l'hommage. Pour les anciens combattants, c'est chaque année un moment de mémoire entre fierté et douleur pour ne pas oublier les horreurs du passé. Ce soit le 14 juillet, le 11 novembre, ça me permet de remémorer certains souvenirs. Et aussi, c'est une occasion de revoir des anciens camarades, des anciens combattants, avec qui j'ai toujours partagé de très bons moments. Voir le venir ici en tant qu'ancien combattant, parce que ce que j'ai vécu en Algérie, je vous dis sincèrement, quand je suis arrivé en Algérie, tout ce que j'ai vu, je me suis dit, je ne reviendrai pas. Effectivement, nous sommes partis à peu près 150 camarades, il y a peut-être 70 qui sont revenus. Une cérémonie chargée d'émotions où chaque regard vers les anciens combattants résonne comme un merci. Leur courage, leur sacrifice et leurs souvenirs demeurent les piliers de notre mémoire collective. Des cérémonies que l'on a pu retrouver un peu partout en France. Au Lorrain aussi, l'on a commémoré l'armistice avec notamment un arrêt très marqué devant le monument aux morts de la ville. L'un des seuls de l'île à représenter un homme noir. De quoi poser la question de la représentativité de ces monuments, comme nous l'explique Ryan Anéas. C'est un jour d'hommage pour toute la nation. À l'heure où le débat des statuts occupe une place importante sur le territoire, l'armistice est fêté partout dans le pays avec différentes manifestations et certaines devant des lieux emblématiques. Ce matin au Lorrain, c'est ce monument aux morts qui est investi par les officiels et la population pour un moment de recueillement. Il y a celle qui a sous terre, à nous Jusqu'à preuve du contraire, on ne l'avait pas encore fait et qu'on a profité du fait qu'on a pu réunir le RSMA et la gendarmerie ensemble, puisque ils sont pour nous deux interlocuteurs assez privilégiés et qu'en conséquence, nous nous sommes dit pourquoi pas faire cette manifestation. Un dépôt de gerbes est réalisé devant le monument afin d'honorer tous ces noms partis au combat. Dans plusieurs communes, la population retrouve ce type d'édifice, comme ici, à Sainte-Marie, devant l'église, où les combattants de l'Indochine et de la Première Guerre mondiale sont honorés. Au Lorrain, c'est un poilu et son ange gardien qui surplombent le lieu. À noter que le soldat représenté est noir de peau. Aujourd'hui, le seul ancien combattant présent n'a pas connu 14-18, mais souhaite transmettre aux jeunes cette importance de commémoration, même si l'époque a bien changé selon lui. Tandis qu'aujourd'hui,
ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus cette discipline qu'il y avait et ce respect de l'autre qu'il y avait. Des jeunes et anciens soldats qui se réunissent malgré tout autour des mêmes valeurs. Les monuments aux morts, eux, restent bien présents. On en compterait entre 36 000 et 40 000 partout en France. Certaines communes en auraient même plusieurs, afin de continuer à faire vivre leurs vaillants défunts. Et pour aller plus loin, nous recevons ce soir une historienne spécialisée en histoire militaire. Sabine Andrévon-Milton est notre invitée. Bonsoir Sabine Andrévon-Milton, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors on vient de voir deux sujets sur les commémorations de l'armistice, notamment ce deuxième au Lorrain où l'on évoque un monument aux morts à l'effigie d'un homme noir et je cite l'un des seuls monuments aux morts en Martinique qui représente un homme noir. Qu'avez-vous à dire là-dessus? Alors justement, ce n'est pas le seul effectivement. Donc celui de Font-Saint-Denis vraiment représentait un soldat noir, carrément. Alors celui du Lorrain a une particularité. Quand on regarde les traits, c'est un soldat européen qu'on a bronzé pour donner l'aspect noir. Mais quand on regarde bien, alors, juste rappeler que celui de Trinité, à la base, c'était un soldat européen. Et là, il a la tête coupée. Et donc, quand il a la tête coupée, j'ai écrit au maire pour dire au maire, si vous faites une tête refaites avec des traits négroïdes qui puissent le ressembler. Parce qu'il y a eu toute une polémique autour des monuments aux morts qui ne ressemblaient pas. Ils ne ressemblaient pas, mais simplement parce qu'ils sont achetés à l'époque. Et les gens ne savent pas que les monuments aux morts ont été achetés comme sur le catalogue. Ce ne sont pas forcément des commandes d'un artiste fait ici. Non, ça n'a pas été fait ici. Heureusement, donc, Rimini, le sculpteur, il a fait celui de Font-Saint-Denis. Mais à l'époque, ce n'est pas comme ça que ça se passait. On choisissait dans un catalogue des monuments qui venaient de là-bas, sur lesquels sont inscrits des noms de Martiniquais. Justement, cette question de la représentativité, elle permet d'évoquer la Première Guerre mondiale et la part qu'a pu y prendre la Martinique. On sait qu'à cette époque, c'est peut-être pas si évident que ça que des Martiniquais aillent combattre sous le drapeau français en 1914. Ils ont été mobilisés, donc on ne leur a pas demandé leur avis. Ils ont été bien accueillis à l'époque? C'est vrai que pour beaucoup de personnes, quand ils arrivent là-bas, c'est la première fois qu'ils voyaient des Noirs déjà, il faut se remettre dans le contexte. Ils n'ont pas forcément toujours été bien accueillis, mais il n'empêche qu'ils ont quand même fait leur devoir, et ça c'est important à retenir. Retenir aussi que les Martiniquais, donc 9 000 qui partent, 2 000 qui ne reviennent pas, c'est beaucoup, c'est 1 sur 5 qui ne revient pas. Et c'est aussi montrer que la Martinique a participé à cet événement. Malheureusement, pendant un certain temps, on a oublié le rôle des Martiniquais dans la guerre. Dieu merci, maintenant, les choses se sont remises en place parce qu'il y a eu pas mal de colloques, il y a eu le centenaire qui a permis de rappeler tout ça. Mais surtout, moi, ce que j'aimerais, c'est le respect des monuments aux morts sous lesquels sont inscrits les noms de soldats. Pas plus tard que ce matin, j'étais à la cérémonie donc, à Saint-Joseph. Et il y a une dame qui est venue, il m'a dit « Madame, quand est-ce qu'on va rajouter le nom de mon frère sur le monument ?» Donc ça a son importance. Il ne faut pas croire que c'est un monument qu'on nous a donné, sur lequel qu'on nous a imposé, parce que ça a été financé par l'argent des Martiniquais. Ça, il faut le redire aussi. Il faut qu'on en prenne aussi possession finalement. Oui, tout à fait. Monument qui a été aussi des lieux de recueillement pour les familles. On ne va pas cesser de le rappeler. Et qui représente que, voilà, en Martinique, même si on est loin, on a participé à cet effort de guerre. Et donc une importance aussi pour la transmission. Et justement, vous êtes aussi venu nous parler ce soir des journées de la tenue traditionnelle. Elles se tiendront du 19 au 22 novembre. Vous êtes d'ailleurs habillé en tenue traditionnelle. Pas du tout, non, j'ai mis une robe madras. C'est pas pareil. C'est pas pareil, mais c'est un petit clin d'œil quand même. On est d'accord. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, dans les tenues traditionnelles, il y a du madras, c'est vrai. Alors cette année, nous renouvelons donc l'opération Journée de la tenue traditionnelle, où on invite la population martiniquaise à mettre la tenue. Parce que c'est à nous. Dans les autres îles de la Caraïbe, ils en sont fiers. Nous, c'est timide, on n'a pas envie, on craint, il fait trop chaud, etc. Alors qu'il faut la connaître. Déjà la connaître, donc la montrer. Donc ces journées-là vont permettre ça. Et nous avons plusieurs volets, notamment, donc, on appelle les centres aérés le mercredi, à montrer aux enfants. Le 19, montrer aux enfants. Le jeudi, le vendredi, la population martiniquaise est appelée à mettre la tenue, quel que soit, donc dans tous les lieux de vie où ils iront. N'ayez pas peur, madame. Vous n'avez pas une idée comment ça vous rend belle. Au et travail, les hommes aussi. Pour aller faire les courses, peu oui, importe. à l'école. Mettons la tenue. Et puis le jeudi, alors c'est notre première, on va faire un concours de tenue traditionnelle.
Ça va se passer dans un centre commercial de Lamentin. Concours, pourquoi? Parce qu'on a envie justement de montrer que ce concours de tenue traditionnelle n'est pas forcément lié qu'au carnaval. On peut le faire en dehors du carnaval. Et c'est ce qu'on veut aussi à travers ça, parce que la tenue traditionnelle n'est pas un déguisement. Et ça, il faut qu'on arrête de le penser. Même si je vous assure, moi aussi, quand j'étais enfant, ma maman m'avait dit on va t'habiller en martiniquaise. Donc maintenant, ça y est, on ne dit plus ça, il ne faut plus le dire. Il faut surtout respecter. Donc ce concours va permettre justement de voir évoluer des personnes qui auront la tenue et qui vont respecter les codes. Parce qu'il y a tout un cérémonial, il y a des codes. On ne met pas n'importe quel bijou, on ne met pas n'importe quelle coiffe, c'est très important. Et nous allons terminer la manifestation par une grande parade à Fort-de-France. Donc le samedi, 16h, on attend tout le monde à Fort-de-France. Et puis ça va se terminer par un grand bal avec Roro Calico, qui va nous ambiancer, comme disent les jeunes. Et puis bien sûr, sur les lieux de culte ce week-end-là, rien n'empêchera à quelqu'un d'aller au temple ou bien à l'église avec sa tenue traditionnelle. 3e édition. Quel changement observez-vous dans les mentalités, peut-être, depuis le début de ces journées? Alors vraiment, un bel accueil de la population martiniquaise, parce qu'on a vu qu'il y avait cette envie. Les gens avaient envie de le faire, ils n'avaient pas encore trouvé le déclic. Et puis, les enfants aussi sont sensibilisés. Et ça, on est content parce qu'on va y arriver. On va y arriver à ce que... Alors, ne nous mentons pas. On n'ira pas tous les jours en tenue. Mais au moins, que si chaque personne a sa tenue et la sort quand elle a envie, n'attend pas le carnaval pour le faire ou ce serait gagné. Dernière question, vous avez parlé de ces tenues où il y a des codes à respecter. Vers quelles ressources se tourner lorsque l'on souhaite savoir justement comment s'habiller, comment s'approprier cette tenue traditionnelle? Alors dans les associations, il y a des personnes comme je les appelle les experts, le collectif du patrimoine vestimentaire, c'est un regroupement de plusieurs personnes qui sont dans d'autres associations. Et dans ce collectif, vous avez des personnes qui connaissent, qui ont étudié, qui peuvent vous expliquer avec preuve à l'appui, parce que bon, on se réfère à des documents, ce n'est pas quelque chose qu'on dit en l'air, qu'il ne faut pas faire ça. Que ça, tel chroniqueur avait déjà vu qu'il y avait telle chose. Donc ça, c'est important de le dire. Et puis, on a heureusement pas mal d'illustrations d'époque qui nous permettent donc de vérifier ce qu'on dit, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Sabine Andrévon-Milton. Rendez-vous donc à partir du 19 pour la 3e édition des Journées de la tenue traditionnelle martiniquaise. Merci à vous. On poursuit avec cette interdiction de baignade sur la plage de Pont-Café à Sainte-Luce. La municipalité a pris un arrêté en ce sens hier après la détection d'hydrocarbures dans l'eau. Une enquête a été diligentée auprès d'une entreprise spécialisée. Elle devra tenter d'expliquer l'origine de la pollution. Mais comme vous pouvez le voir sur ces images, malgré cet arrêté, les baigneurs n'ont pas hésité à piquer une tête en ce jour férié. À la une aussi de l'actualité, les associations d'usagers du transport maritime poursuivent leur mobilisation face aux difficultés rencontrées sur le réseau géré par Blue Lines. Après une décision judiciaire inédite condamnant le délégataire à reprendre le service public, l'affaire suit son cours en appel. En attendant le délibéré prévu le 9 décembre, les associations saluent une première avancée. La flotte devrait passer de 3 à 7 bateaux dans les prochaines semaines. Un calendrier qui sera tout de même très compliqué à tenir. Les explications face à la caméra de Ryan Anias. Le 20 octobre, devant le président de la Cour d'appel, je suis autorisé par mes avocats d'en parler. Un calendrier de remise en fonction de ces bateaux a été remis et il était prévu que de la semaine du 10, là, on est la semaine du 10 novembre, que 2 bateaux allaient être mis en rotation, en service, ce qui amènerait 5 bateaux sur les dessertes. Et que le 24 novembre, 2 autres bateaux supplémentaires, donc 7 bateaux allaient être mis en fonction. Aujourd'hui, je considère et je suis très surpris, comment on peut remettre un tel calendrier à l'appui de l'appel, permettant de dire que nous allons exécuter cette délégation en mettant les 7 bateaux attendus d'ici le 24 novembre et aujourd'hui réaliser que on n'a pas de bateau, on n'a pas le compte admis. Donc ça veut dire que le compte prévu. Donc ça veut dire que en réalité on gagne du temps. Je suis très surpris parce que c'est un acte grave, je le dis, d'avoir remis une telle pièce d'un calendrier dans les conclusions pour permettre au juge de prendre sa décision. Le rendu est prévu le 9 décembre. Donc, ça veut dire que le juge s'appuie sur cette disposition, enfin, cette promesse, cet engagement
Et non, c'était pas un calendrier prévisionnel, c'est un calendrier ferme qui dit que bon voilà, d'ici le 24 novembre, tout va rentrer en ordre. Au 9 décembre, et je pense que le tribunal devra en tenir compte parce que aujourd'hui, il y a tromperie. Il y a tromperie de la justice, mais il y a tromperie surtout également des usagers. Le 9e dîner de charité en faveur du foyer de l'Espérance se tiendra ce vendredi. Objectif, permettre le financement de projets socio-éducatifs. Et cette année, c'est le prestigieux chef martiniquais Marcel Ravin qui sera derrière les fourneaux. Pour préparer cette belle soirée, les jeunes ont eu le privilège de cuisiner à ses côtés. Le reportage de Sandrine Claude. Dans les cuisines, la concentration est palpable. Devant les fourneaux, des lycéens s'activent. Les gestes sont précis, les regards attentifs. Aujourd'hui, ils préparent bien plus qu'un simple repas. Ils participent à la création du dîner de gala du chef multi-étoilé Marcel Ravin. On va faire le chocolat blanc avec du coulis de fruits de passion à mélanger les deux, avec de la vanille et tout ça. C'est lui en personne qui leur prodigue les meilleurs conseils pour s'améliorer. Un privilège rare qui a de quoi impressionner plus d'un. C'est la première fois que je fais une immersion comme ça, surtout avec un chef étoilé. Je suis assez contente d'avoir été sélectionnée pour ça. En tout cas, c'est mieux. J'aime beaucoup. C'est très instructif. Parmi eux, certains rêvent déjà de suivre les traces de leur mentor. J'espère qu'il sera fier de moi et que je serai comme lui. Le chef Ravin n'est pas venu seul. Plusieurs membres de sa brigade sont aux côtés des jeunes lycéens. Parmi eux, Johan, qui a lui aussi été un jour l'un de ses élèves participant au dîner de gala. Le jeune homme a depuis gravi les échelons. Il fait partie aujourd'hui intégrante de l'un des restaurants prestigieux du chef à Monaco. Je suis ici aussi pour ça, pour leur montrer que c'est possible. Il faut juste rester la tête sur les épaules et y aller. Là, on va travailler, par exemple, sur le souscrail de l'ambi. Donc, on va faire un live cooking avec dedans, on mettra de la mangue pas trop mûre qui sera un peu verte pour amener cette acidité. Ces ateliers permettent à des élèves en formation de plonger dans l'univers exigeant de la haute gastronomie. Une expérience unique aux saveurs locales où la rigueur rencontre la passion. De ce que j'ai appris qu'il y avait une association qui s'appelle l'Espérance, je me suis renseigné et j'ai vu qu'on avait des jeunes qui étaient, oui, effectivement, ce sont des jeunes qui étaient en difficulté. Et j'ai décidé de m'engager et j'ai créé mon premier dîner. Je cherche juste à faire de ma passion un travail de transmission. Un travail de transmission de très haut niveau pour que cette jeunesse ait aussi des repères et se dise que nous aussi on a le droit, nous aussi nous pouvons. Dans quelques jours, les plats préparés ici seront servis lors du dîner de gala. Un rendez-vous solidaire destiné à récolter des fonds pour le foyer de l'Espérance. Et dans l'assiette, il y aura bien sûr les saveurs du chef Ravin, mais aussi un peu du rêve de ces jeunes apprentis. En sport, le ballon rond était en fête dans la ville de Schellcher. Un tournoi de football était organisé avec 14 équipes de jeunes venus de toute la Martinique. L'occasion de mettre en lumière nos talents et leur permettre de s'exprimer sur le rectangle vert. Les images de Dorian Cayula. Alors ça fait du bien aux enfants parce qu'ils côtoient d'autres enfants, ils permettent de se confronter à d'autres jeunes du même sport. Après, en tant que parent, il y a de la logistique à assurer, le réveil tôt, mais bon, quand on est passionné comme nous, on y va sans problème. Ah oui, on n'a pas eu besoin de le réveiller, il s'est réveillé de lui-même, 5h30 debout, allez hop, on est parti. Sauf lui, bon, lui il participe pas, mais il est venu quand même, mais il s'amuse bien. Ah oui, au niveau de l'organisation, c'est plutôt ceux-là qui sont contents. C'est le portefeuille qui n'est pas content. Mais ça aide beaucoup le club, ne serait-ce que pour avoir un peu de moyens pour payer des choses aux enfants. Donc c'est bien. Quel que soit le résultat, on est là pour le sport. On n'est pas là pour la compète. On est là pour la buvette. Aujourd'hui, c'est la 22e édition du tournoi de la ville de Schellcher sur la catégorie moins de 12, moins de 13 ans.
organisé par la ville. Et il y a 16 équipes qui sont inscrites. Aujourd'hui, 14 sont présentes, mais ça n'empêche pas que le tournoi se déroule d'une bonne manière. Il y avait déjà des enfants qui étaient déjà présents, on va dire, dès 6h30, qui attendaient avec impatience de pouvoir jouer. Le tournoi a commencé à 7h et voilà, les parents et les enfants ont répondu présents. Besoin d'avoir du sport, de faire du sport et que les parents soient derrière les enfants sur la journée pour les encourager. Et il y a une belle ambiance en plus de ça dans les tribunes, il y a les parents qui encouragent. Du coup, c'est une réussite. Eh bien, la relève est visiblement assurée. Justement, sans jeu de mots, la relève lamantinoise conserve son statut de meilleure équipe de Lille. Les hommes de Lionel Victoire recevaient Femmes hier soir pour le compte de la 7e journée du championnat de futsal. Une rencontre dans un premier temps équilibrée, mais qui a rapidement tourné à l'avantage du leader au détriment de son dauphin. La relève s'impose 5-2. Récit du match, Caril Chassol et Marc Michel. À domicile, la relève lamantinoise entend donner le tempo du match et à la 5e minute, elle ouvre la marque par Kenji Smith. Femme tente de réagir et se procure des occasions, tout comme son adversaire. Et c'est d'ailleurs, alors que les Lamantinois sont tout près de doubler la mise, qu'Emmanuel Dranebois dégage son camp, sa frappe lobe un Xavier Lemuel avancé, Femme égalise. Un superbe but qui ne perturbe pas les hommes de Lionel Victoire. 1 minute plus tard, ils reprennent l'avantage. Alan Cuti profite d'une mésentente entre le portier saléen et un défenseur. Et les Lamantinois enfoncent le clou par le même Alan Cuti. 3-1, c'est le score à la mi-temps. Décidément en jambes dès la reprise, Alan Cuti s'offre un triplé et permet aux Lamantinois de mener 4-1. De leur côté, les hommes de Guinel-Mongin tentent de réduire la marque, mais soit ils butent sur une bonne défense, soit Xavier Lemuel se montre intraitable. Mais à force de pousser, les Saliens s'exposent et à la 32e minute, Lucas Labedad inscrit le 5e but de la relève. Et si Femme réduit la marque par Yuri Patry, insuffisant pour inquiéter la relève lamantinoise qui s'impose sur le score de 5-2. On est toujours en apprentissage, hein. L'objectif c'est toujours de grappiller le plus de points que possible. On est tombé face au leader. Bon, la logique est respectée, mais on n'a pas démérité. On s'incline sur des détails, sur des erreurs. Et puis on va corriger ça parce que le mois de novembre est très très dur pour nous. Donc on va essayer de grappiller le maximum de points. On se doit de gagner ce soir pour poser l'écart et aller vers notre objectif. Nous sommes champions en titre. L'objectif c'est de défendre notre titre et de gagner toutes les compétitions que nous jouons. Le week-end dernier, le Lac 212 est venu à bout de Marron Futsal 6-5. Victoire également du FC Floréal 6-0 face à GIF. Au classement, la relève lamantinoise conforte sa place de leader avec 5 points d'avance sur Femme. Sur la 3e marche du podium, on retrouve Marron Futsal qui est à 8 longueurs du leader. Suivent le FC Floréal, le club péléen et le Lac 212 qui se livrent une belle bataille. En bas de tableau, on retrouve le Golden Lion, GIF et la Lanterne Rouge, le FC Saléen, un classement quelque peu tronqué, certaines formations ayant jusqu'à 2 matchs en retard. Revenons à présent sur un moment qui a ravi les amoureux de gospel samedi dernier. Créole Gospel Part, c'était en concert au Grand Carbet du Parc Aimé-Césaire avec le groupe Appel à la danse. Un rendez-vous placé sous le signe de la joie et du partage. Jean-Marc Carteron. Au Grand Carbet, ce week-end, le gospel a pris des airs de célébration. Le groupe Créole Gospel Part, porté par la ferveur de Patricia Bobondian, a offert un concert vibrant de foi et d'espérance. Devant une salle comble, voix et danseurs ont mêlé spiritualité, culture et émotion dans un même élan. Nous avons souhaité organiser ce concert vraiment parce que nous avions à cœur de célébrer Dieu, de prendre du temps pour pouvoir vraiment parler de lui, parler de sa gloire, puisque notre thème c'était
les noces de l'agneau, c'est-à-dire l'Église qui va rencontrer Jésus. Et donc, c'est dans ce but premier que nous l'avons fait et aussi pour soutenir financièrement le Madine Gospel Festival de 2026. Entre chants revisités et chorégraphies inspirées, le spectacle transporte le public. Un moment de communion porté par la puissance du gospel créole. Pour certains, ce concert a été bien plus qu'un divertissement, un mélange vibrant de musique, de foi et de danse. J'aime mon Jésus, j'aime mon Sauveur et j'aime le louer, j'aime l'élever. Je me suis réjouie avec eux, voilà. C'était un bon concert. Il y a eu beaucoup de morceaux que j'ai réécoutés, qui m'ont fait du bien. Mais ça s'est super bien passé. J'ai apprécié les chorégraphies et les chants. Vraiment, j'avais des frissons, j'ai même eu des larmes à certains moments. Un moment fort où la musique parle le langage universel de la foi et de la joie partagée. Au Grand Carbet, le gospel a résonné comme une promesse, celle d'un retour à l'essentiel, à la lumière, à la foi et au partage. Le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang au centre commercial Place d'Armes au Lamentin de 8h30 à 17h30. Autre possibilité, la Maison du Don, immeuble Le Fils, quartier Dillon à Fort-de-France, de 8h à 14h. Avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de ce mardi 11 novembre. Des commémorations de l'armistice de 1918 ont eu lieu partout en Martinique. À Fort-de-France, l'accent était mis sur la transmission pour que le sacrifice des anciens combattants ne soit jamais oublié. Ça y est, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. L'actualité continue sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure. Passez une excellente soirée sur ATV.